Bismillah. À mesure que nous montions, les niveaux contenaient de plus en plus de choses oubliées. Outils mobiliers, même des machines, ce qui était plus que surprenant. La matriarchie considère le gaspillage comme un crime. Qu'elle ait évacué ces niveaux en omettant d'emporter tout ne s'expliquait pas. Le fait que quantité de lampes solaires soit elle aussi restée sur place s'expliquait encore moins. Nous avions rencontré plusieurs jardins éclairés, certains calcinés et morts faute d'eau, d'autres très vivants. Quand leurs canaux d'irrigation étaient alimentés par un ruisseau, l'eau y coulait, bruissante, entretenant une végétation exubérante. Invariablement, ces jungles grouillaient d'une vie prédatrice très dangereuse. Grâce à ces jardins, nos problèmes eau et nourriture s'étaient résolus. Celui de la lumière, par contre, devenait très inquiétant. Notre réserve de piles s'épuisait. À chaque nouvelle escalade, nous espérions rencontrer enfin les hommes qui auraient dû vivre ici, mais les niveaux restaient désespérément vides. D'êtres humains. Où étaient-ils? L'espoir s'amenuisait, et une voix obstinée répétait moqueusement « nulle part ». Peu à peu, nous approchions du niveau ultime. Quelques jours, il nous faudrait probablement accepter notre condamnation. Pour limiter les risques, nous nous bornions à visiter rapidement les jardins durant leur période de clarté, juste le temps d'y renouveler nos provisions. Mais une vie monstrueuse existait jusque dans les couloirs. Durant une étape nocturne, nous avions été attaqués par une nuée d'énormes blattes, géantes d'un blanc légèrement rosé, avec des ailes cuivrées transparentes. Blattes carnivores qui craignaient la lumière, mais que la faim poussait quand même à l'agression. Pour venir à bout de l'assaillant, nous avions dû employer une arme énergétique. Et avant d'y réussir, nous avions tous été mordus, plus ou moins profondément, par des mandibules extrêmement tranchantes. L'escalade suivante nous avait fait rencontrer sur un palier quelque chose qui ressemblait à un cochon. Un cochon haut sur pattes, habillé de soie blanche, agile et agressif, qui possédait de superbes défenses. Comme les blattes, il n'aimait pas la lumière, mais avait tout de même chargé en grognant férocement. Maori l'avait éliminé d'une décharge. Le cochon mangeait-il les blattes, ou les blattes mangeaient-elles le cochon? Nous avions aussi rencontré une profusion de rats albinos, mais ceux-là fouillaient dès qu'ils étaient touchés par la lumière. Joseph nous suivait, mais une part de lui-même était restée avec Kateri. Morte, elle s'accrochait à lui, sans lui permettre d'oublier. Joseph s'enfermait dans son chagrin, il se taisait obstinément, mangeait à peine et dormait peu. Malgré nos supplications, il ne touchait plus sa guitare. Il gravissait les marches, indifférent, ruminant des pensées amères. Sa sensibilité lui rendait la peine plus dure. Je l'imaginais torturé, se reprochant comme un crime personnel la mort de Kateri. Nous ne savions comment lui venir en aide. Nos tentatives se heurtaient à une muraille. Joseph repoussait le contact. Il m'arrivait de me demander si de quelque façon il n'en était pas venu à nous détester. Seule Laurée réussissait parfois à obtenir de lui quelques phrases. Elle n'était du reste pas plus bavarde que Joseph et ne parlait qu'à lui, occasionnellement. Elle semblait l'accepter plus ou moins alors qu'elle nous manifestait toujours la même exécration. Exécration contenue qui restait dans les limites d'une froideur distante. Notre groupe s'était scindé, Joseph et Laurée d'un côté, Théode, Maori et moi de l'autre. Ce qui ne rendait pas le voyage plus aisé. Nous avions déjà bien assez de raisons pour être déprimés. Selon toute probabilité, la légende mentait, au moins sur un point. Jamais les révoltés ne s'étaient installés dans les niveaux fermés. La matriarchie les avait sans doute tués jusqu'au dernier. Nous étions seuls à errer dans un monde sans humains, en poursuivant un rêve qui n'existait pas. L'escalier que nous gravissions ce jour-là était en très mauvais état. Marche branlante, fendue, encombrée, déboulie, elle nous obligeait à une progression prudemment zigzagante. Je m'interrogeais sur le prochain niveau, le banc. J'y croyais et je n'y croyais pas, alignant des arguments pour ou contre. S'ils étaient là, cet escalier serait entretenu. Pas certain. S'ils occupent les niveaux supérieurs, ils n'ont pas à se soucier des autres. Ils n'ont pas l'intention de redescendre vers la matriarchie. Oui, mais que leur population croisse, et ils auront besoin de niveaux supplémentaires, non? Ils peuvent creuser en montant. Je ne parvenais pas à décider dans un sens ou dans l'autre. Maori et Théode montaient en tête, suivis par Joseph et Laurée. Je fermais la marche, en essayant de me rappeler que j'avais la tâche de me retourner régulièrement.
pour vérifier si un quelconque agresseur ne grimpait pas sur nos talons. Notre passage dut, je pense, ébranler des structures proches du point de rupture. Soudainement, toute une portion de l'escalier s'écroula. Maori, Théode et Joseph s'engloutirent dans l'éboulement. Par je ne sais quel miracle de réflexe, je réussis à rattraper par son blouson Laurée, qui vacillait sur une arête. Je la tirai en arrière et elle tomba sur moi. Je la repoussai sans ménagement pour dégringoler les marches. Mes 3 compagnons avaient atterri sur le palier inférieur en même temps que l'avalanche de roc. Le faisceau de ma lampe éclaira Joseph, étalé sur le ventre, sa tête disparaissant sous un énorme morceau de béton. Je doutais qu'il eût survécu, durant que je regardais horrifié un ruisselet de sang sourdit et s'étala. Les autres, ma lampe balayait l'éboulis. Maori était assis, serrant son bras, ses yeux clignotaient ahuris. Il était poudré de poussière et de fragments pierreux. Théode saignait d'une entaille au front. Ses yeux étaient clos, son visage livide, et durant une seconde, je le crus mort. Puis ses paupières battirent. Ses prunelles marron avaient une expression vague. « Théode, Maori, ça va ?»« Je suis entier, dit Maori, mais j'ai un bras moché. » Théode essaya de s'asseoir et retomba en gémissant. « Ma jambe, dit-il, je crois qu'elle est cassée. » Joseph, hurla Laurée. « Il faut dégager Joseph, grande-mère, ça saigne en dessous. »« On va essayer, dit Maori en se relevant. Il n'avait qu'un bras utilisable, mais avec les miens et ceux de Laurée en renfort, nous réussîmes à déplacer le bloc qui écrasait Joseph. Le chanteur était mort, sa tête éclatée était bouillie d'os, de sang et de cervelle. « Il ne chantera plus jamais, dit Maori, encore incrédule. »« Il est mort ?» interrogea Théode. « Oui. » Il y eut un long silence. J'avais la tête pleine de souvenirs et de chagrin. La voix douce qui se cassait un peu dans les notes hautes. Je ne l'entendrai plus. Laurée cria, ses yeux débordés de larmes. « Pourquoi lui, grande-mère? Pourquoi lui? Le seul qui était gentil. Pourquoi lui et pas vous ?» Pourquoi, en effet? Il n'y avait rien à répondre. Il a rejoint Cathérie, dit Théode. Sans elle, il était atrocement malheureux. Parfois, quand il prenait son tour de garde, je craignais qu'il n'utilise le pistolet contre lui-même. Je crois qu'il n'avait plus envie de vivre. Il aurait fini par oublier, dis-je, avec une conviction coléreuse. Il ne te ressemblait pas, répondit Laurée, méprisante. Il lui avait de la sensibilité. Elle regrettait Joseph, mais plus encore que moi je vive. Je refoulai la colère pour m'occuper des 2 blessés. Mauvais bilan. Théode avait une jambe cassée, Maori le bras déchiré du coude au poignet. Je désinfectai sa blessure en rapprochant les bords et la pansée. Puis il fallut s'occuper de Théode. Malgré le calmant qu'il avait avalé, il s'évanouit quand je réduisis la fracture, avec l'aide de Maori qui le ceinturait d'un bras. J'utilisai 2 pitons pour improviser des attelles, ce qui n'était pas l'idéal, mais vaudrait mieux provisoirement que rien du tout. Les soins terminés, Maori proposa. Redescendons au niveau précédent, nous transporterons Théode sur une couverture. Je prendrai un côté avec l'aide de Laurée, et tu prendras d'autres. C'est la seule possibilité pour l'immédiat. La seule, en effet. Nous ne pouvions franchir la faille avec 2 blessés pour rejoindre le niveau supérieur, et de toute façon, le voyage s'interrompait pour le moment. Avant le départ, j'installai le corps de Joseph dans un coin du palier et je plaçai sa guitare entre ses mains. Nous étions tous certains qu'il aurait voulu l'avoir avec lui. Je le recouvris d'une couverture. J'avais de la peine, un ami de plus laissé en route. La descente supplicia Maori, qui souffrait de son bras, et plus encore Théode. Une couverture n'est pas une civière très pratique. Le niveau atteint, nous nous reposâmes et restâmes un moment sans parler. Pour une fois, Laurée avait apporté son aide sans montrer son habituelle mauvaise volonté. Elle était pâle et gardait les paupières baissées. « Il faut décider, dit Maori, de ce que nous allons faire. Voici ce que je propose. Une solution raisonnable. Le groupe va se scinder. Théode et moi resterons ici. Gérard et Laurée continueront. » Il balaya les protestations qui naissaient d'un geste de la main. Ses yeux brillaient dans un visage fatigué. « Non, écoutez-moi, nous n'avons que très peu de piles. Rester ici tous les 4 les épuisera et nous serons perdus. Il y a de la lumière dans les jardins, mais ils sont inhabitables à cause des monstres. Et nous n'avons pas trouvé un seul verger, donc pas de bois. Les plantes sèches peuvent
produire une flambée pour cuire notre repas, mais guère plus. Mon bras, droit fonctionne, mes jambes aussi. Nous avons assez de médicaments pour que je ne risque pas l'infection. Je peux me charger de Théod. Gerd et Loré chercheront les révoltés. Le jardin de ce niveau nous donnera de l'eau et des cartaines. Nous pourrons vivre en attendant les secours. Loré explosa. En attendant, et il n'y a personne, nulle part. Alors nous sommes tous morts, tous les jardins grouillent de monstres, nous ne survivrons qu'un temps. Que faire sans lumière? Une plante sèche qui brûle ne dure pas. On ne peut pas en faire une torche, sans parler d'entretenir un feu constant. Nous aurions bien vite épuisé tout le combustible du jardin, et ensuite? Très bien, dit Loré, mais je reste ici, il peut partir seul. Non, Gerd aura besoin d'aide. Je ne l'aiderai pas. Mauri soupira avec lassitude. Si Loré, tu l'aideras, parce que tu veux vivre comme nous tous. Notre seul espoir, c'est de trouver des hommes, il faut essayer. Nous sommes presque au niveau ultime, dit Théod. Votre voyage ne sera pas très long. Ils peuvent avoir creusé vers le haut, intervint Mauri. Évidemment, ce n'était pas la coutume, mais nous n'étions plus dans la matriarchie. Et les révoltés, eux, ne pouvaient pas descendre. S'ils existaient vraiment, je gardais cette pensée-là pour moi. Plus que jamais, il fallait espérer. Gerd, demanda Mauri, veux-tu chercher l'infirmerie? Il peut y avoir des choses oubliées. Il faudrait des attelles plus convenables que ces pitons, et des béquilles seraient utiles aussi. Je me levai, j'y vais.